Shavua Tov, ainsi que je l'ai dit à la fin du cours de la paracha de cette semaine. Donc vendredi 10 Shvat sera le jour de la disparition physique de Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, le fils de Rabbi Shalom Dover, sixième rabbi de Lubavitch en 1950. Et un an plus tard, 1951, le jour d'acceptation du leadership du mouvement Chabad par le rabbi Menachem Mendel Schneerson. Donc bien évidemment, je dédie essentiellement ce cours pour la mémoire de Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson et pour la prise de pouvoir du rabbi. Et d'ailleurs, le cours sera, l'histoire parlera de comment était représenté le rabbi, vous y comprendrez. Et bien évidemment, je continuerai en dédiant le cours pour la mémoire et pour la guérison d'autres personnes. Déjà pour la mémoire de Rav Herrera d'Aix-les-Bains, dont c'était cette semaine les Shloshim, le mois après sa disparition. Un Rav d'une qualité exceptionnelle puisqu'il a abandonné des richesses suite à un patrimoine qu'il a reçu, où il avait reçu des richesses, un héritage de grande importance. Et pour pouvoir aller étudier et enseigner la Torah, il a abandonné toute cette richesse pour aller habiter dans une petite cabane à Aix-les-Bains. Et jusqu'à presque ces derniers jours, il a dépassé 100 ans. Je crois qu'il était dans sa 101e année. Jusqu'aux derniers mois et dernières semaines, il continue régulièrement d'aller à la yeshiva, transmettre ses cours et donner cette force à ses chers élèves qui l'ont beaucoup pleuré à la suite de sa disparition. Bien évidemment, je dédierai aussi le cours pour la mémoire du Rav Shmuel ben Araf Chaim Hillel Azimov, ma tante Bila Bracha Bad Rachel, mon cher ami Eliaou ben Michael Shayovitz, le père de mon ami Shlomo, qui s'appelait Meir ben Shlomo, dont ça sera cette semaine, en fin de semaine, le jour de sa Iloula, de son retour vers Hachem, la mère de mon ami Miko et de ses frères, ainsi que de ses neveux et nièces, Julie Badrachel Turquia. Et enfin, je dédierai aussi le cours pour la mémoire de mon grand-père paternel, Messaoud Banrika, dont ça sera cette semaine. Il est décédé en 1968, il me semble. Donc ça sera cette année, le 46e année de sa disparition, 47e année de sa disparition. Et encore avoir beaucoup de... Je ne l'ai pas connu, mais c'est un homme de grande qualité comme mon père nous l'a raconté. Et donc je tenais à finir la dédicace pour les personnes disparues en ayant une pensée profonde pour ce cher grand-père, Messaoud Banrika. Et je dédierai évidemment le cours pour la guérison, comme régulièrement, de différentes personnes. D'abord mon père, son fils, David Ben Rachel, qui va mieux, Baruch Hashem, et j'espère qu'il ira encore mieux. De son autre fils, mon oncle Yehuda Ben Rachel, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne à tous les deux, Refoua Shema, une complète guérison. Et je continuerai, poursuivrai avec d'autres personnes. Shlomit Raya Bat Sarah Suira, le Rav Gabriel Ben Sultana, Zaza Bat Zahiro, Zahiro Bat Zaza, Aaron Ben Zaza, Ibed Saada Bat Zaza, Zahava Devora Bat Rishon Michal, la jeune fille Lana Mazal Bat Esther, Yaakov Ben Rachel, Rivka Bat Devora, Rivka Bat Esther, Rinat Bat Chava, Asnat Bat Baïya, Patricia Bat Myriam, le jeune homme Jonathan Shimshon Ben Bako, le bébé Odaya, enfin plus tout à fait bébé, mais plutôt une petite fille d'un an et demi, 2 ans, qui s'appelle Odaya Chaya Bat Viki Rivka Shila, Chaim Michael Ben Rivka, Machlouf Ben Chaya, Mike Meyer Chaim Ben Simcha, Esther Bat Rachel, Shalom Ben Abraham, Eliaou Ben Shlomo, Ilan Eliaou Ben Ivet Chana, Chaim Ben Chamous, Abraham Ben Louise, Yosef Ben Abraham, Myriam Bat Zora, le jeune garçon Ilan Shimon Ben Arlet Fanichana, Corinne Bat Faustine, Michael Raphaël Ben Gzala, Aziza Bat Kamir, Léa Bat Rachmouna, Atou Bat Kamuna, Ephraim Ben Tata Odette, Yosef Ben Julie Chaya, et enfin la jeune fille atteinte d'une maladie difficile, et j'ai une grande pensée pour elle ainsi que pour ses parents, Shana Bat Ruth, que Kadosh Baruch Hu leur accorde à tous une refoua shelema, une complète guérison. Donc comme je l'ai dit, l'histoire porte sur le rabbi, qui évidemment il a pris le leadership du mouvement Chabad en 1950, mais il faut savoir que
il est venu une première fois aux États-Unis, il me semble en 1929, et il s'est installé définitivement en 1940 aux États-Unis. Et au moment où il est venu s'installer aux États-Unis en 40, le rabbi précédent envoyait des vieux chassidim, des vieux, des vieilles personnes du mouvement, très, très représentatives de par leur apparence physique, de vieux chassidim de gens pieux, pour aller chercher ces deux gens qui arrivaient en bateau. Le rabbi a pris il a pris le dernier bateau qui arrivait d'Europe. D'ailleurs, il a échappé de cette manière au nazisme en 1940, puisqu'il a vécu en France occupée pendant les premiers mois de la guerre. Et après, il a pu s'échapper par un dernier bateau. Et donc, lorsqu'il est arrivé à New York, il y avait d'un côté son beau-frère et de l'autre lui-même. Et lorsque les chassidim sont arrivés au bateau, puisque le rabbi précédent les avait envoyés chercher son gendre, ils se sont plutôt tournés vers l'autre gendre plutôt que le rabbi. Pourquoi? Parce que l'autre gendre avait plus l'apparence de ce que représentaient les chassidim, c'est-à-dire le chapeau melon, une apparence de vieil homme assez honorable, alors que le rabbi avait plus l'apparence de ce qu'on connaît des Lubavitch d'aujourd'hui, donc chapeau qui descend vers le bas, plus moderne. Et donc, lorsque le rabbi précédent a demandé à ce qu'on aille accueillir son gendre, tout le monde a pensé qu'il avait une kavana, il faisait allusion à son autre gendre, qui était plus représentatif des chassidim de l'époque. Et lorsqu'ils ont ramené l'autre gendre, le rabbi précédent a bien me dit qu'en fait, il faisait allusion à son gendre qui s'appelait à l'époque, qu'on appelait à l'époque Rabbi Menachem Schneerson, le Ramash. Et donc, plus tard, le rabbi a expliqué que cet événement l'avait marqué, puisque son beau-père, malgré que lui-même avait une apparence à l'ancienne, il avait montré combien son gendre était important. Mais ce qu'il a surtout dit à ce moment-là, c'est que l'Amérique n'est pas différente. C'est-à-dire que même si on a pris l'habitude de s'habiller d'une manière plus moderne, on s'est adapté aux spécificités de l'Amérique, donc le nouveau monde, avec même l'apparence vestimentaire qui y ressemble. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la plupart des orthodoxes sont habillés plutôt à la mode nouvelle, à la mode récente. Il a dit l'Amérique n'est pas différente. Ce qui veut dire, c'est que même si on a changé de manière de s'habiller, manière de se présenter, on reste avec ce que représente le judaïsme à l'ancienne, à savoir combien c'est important de faire des choses. Et même si on s'adapte au monde dans lequel on vit, l'Amérique ne nous a pas rendus différents et on reste autant attaché à nos racines que précédemment et encore plus ancré dans ses racines. Donc aujourd'hui, la modernité veut que beaucoup de rabbins sont sur les réseaux sociaux, on met des cours sur Internet, sur Facebook, sur YouTube et ailleurs, ce que je fais depuis Baruch Hashem bientôt 2 ans, mais ça ne change pas que nos véritables racines, elles sont ancrées au plus profond de ce que nous sommes, et ça ne nous rend pas différents de fait de s'adapter aux nouvelles technologies. On reste comme il faut, simplement on adapte les nouvelles technologies à la Torah. Et donc ça, c'est ce que le rabbi a su faire en envoyant des émissaires aux 4 coins du monde, en apportant de la lumière aux 4 coins du monde, pas en adaptant la Torah au monde, mais en adaptant le monde à la Torah. C'est une de ces phrases célèbres. D'accord, on n'adapte pas la Torah à la vie, mais on adapte la vie à la Torah. Et c'est de cette manière que le mouvement Lubavitch n'a jamais eu autant de succès qu'actuellement dans le monde orthodoxe et dans le monde traditionnel juif, et même au-delà de ce monde juif, même au niveau de ce qu'il révèle aux yeux de toutes les nations. Et j'espère que l'on continuera à remplir cette mission, mais surtout dans le 3e Beth Amikdash, 3e temple reconstruit. Shavua Tov, et à la semaine prochaine.